Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'armée ivoirienne ciblée par une attaque attribuée à des djihadistes dans la nuit de mercredi à jeudi. Une offensive qui visait un poste frontière à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts parmi les militaires. Nomination des mandataires des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Après plus de 15 mois d'attente, le président Félix Tshisekedi a rendu public les ordonnances ce mercredi 10 juin. Et enfin au Sénégal, les citoyens ne semblent plus respecter les gestes barrières. Même si le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a constaté une baisse du nombre de nouveaux cas par semaine, cette perspective encourageante ne doit cependant pas pousser au relâchement. Mais tout d'abord, au Mali, le Premier ministre démissionnaire Boubou Cissé a finalement été reconduit par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef du gouvernement avait présenté sa démission à la suite de l'installation d'un nouveau Parlement. Une installation consécutive aux législatives de mars et d'avril dernier. Le chef de l'État a donc chargé Boubou Cissé de former un nouveau gouvernement. Une décision qui intervient alors que le pays est en pleine crise socio-politique. Le 5 juin dernier, les Maliens avaient en effet investi la place de l'indépendance pour demander la démission du président en raison de problèmes de gouvernance. Les protestataires avaient dénoncé la dégradation sécuritaire, la pauvreté ou encore la corruption. Affaibli par cette vague de mécontentement populaire et par un recul de son parti lors des dernières élections législatives, le président Ibrahim Boubacar Keïta continue toutefois de disposer d'une majorité parlementaire. En Côte d'Ivoire, un poste des forces de sécurité ivoiriennes à Kafolo a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi. Bilan provisoire, une dizaine de morts parmi les militaires et des disparus. Cette attaque attribuée à des djihadistes intervient un mois après le lancement de l'opération Komoé qui vise à neutraliser la cellule djihadiste présente à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Fanny Mounichi et Nelly Claude Bessard. La Côte d'Ivoire n'avait plus connu d'attaque terroriste depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un poste des forces de sécurité ivoiriennes à Kafolo, dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, a été attaqué. Le premier bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts parmi les militaires. Le président de la République et le gouvernement s'inclinent devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et formulent des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. Dans l'intervalle, des mesures urgentes ont été prises dans la zone, notamment la mise en alerte de toutes les troupes ainsi que le ratissage en vue de retrouver les assaillants. Cette attaque a eu lieu dans la zone même où un mois plus tôt a été lancée l'opération Komoé, une opération militaire conjointe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui vise à déloger les djihadistes et notamment ceux qui s'implantent le long de la frontière commune aux deux pays. L'opération Komoé avait enregistré un premier succès dès la fin mai avec la destruction de la base d'une cellule djihadiste. 8 terroristes avaient été tués et 38 arrêtés. Cette attaque est une attaque en représailles à l'opération qui a eu lieu dans la même zone il y a de cela un mois. Les autorités ivoiriennes nous informent que c'est une attaque du même groupe. Il y a au moins un prisonnier et en ce moment même, il est en salle d'interrogatoire selon les autorités ivoiriennes. Cette attaque confirme une fois de plus que la menace djihadiste descend vers les pays du Golfe de Guinée. Plusieurs attaques avaient déjà eu lieu près de la frontière, mais du côté burkinabé, jamais du côté ivoirien jusque-là. Dans l'actualité également, la loi électorale est jugée inconstitutionnelle en Afrique du Sud. Une décision prise par la Cour constitutionnelle qui pourrait apporter des changements au sein du paysage politique sud-africain. Jusque-là, les candidats indépendants ne pouvaient pas se présenter aux élections. Seuls les membres des partis politiques étaient autorisés à s'y présenter. Le collectif New Nation avait même intenté une action en justice, estimant que cette loi porte atteinte au droit d'exercer un choix politique individuel
actuelle. Certaines critiques vont même jusqu'à affirmer que l'Afrique du Sud est devenue une démocratie à 3 partis. L'ANC étant au pouvoir, 2 autres partis d'opposition se disputent actuellement le paysage politique, l'Alliance démocratique et les combattants de la liberté économique. Après plus de 15 mois d'attente, les mandataires d'entreprises publiques ont enfin été nommés en République démocratique du Congo. Les ordonnances du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ont été rendues publiques ce mercredi 10 juin. Parmi ces nouveaux mandataires figure notamment l'ancien ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende. Un reportage de notre correspondant Jacques Ambokar. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a finalement nommé les mandataires des entreprises publiques. Dans une série d'ordonnances signées le 8 juin et rendues publiques le mercredi 10 juin, les directeurs généraux et leurs adjoints, ainsi que les membres du conseil d'administration des 10 entreprises sont connus. Dans l'ensemble, j'ai salué des personnalités qui sont revenues. Moi, je voudrais recommander à toutes ces personnalités ceci. On travaille pour la République. Mettez l'intérêt de la République au centre de tout. C'est pourquoi je demande à toutes ces personnalités de changer la donne parce que la population a besoin d'une nouvelle vie. C'est un partage entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Plusieurs figures de l'ancien régime sont nommées. C'est le cas de l'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende qui prend la tête du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Ce sont les mêmes personnes qui ont commencé depuis Mobutu, qui ont de l'argent, qui continuent à assumer des fonctions. Pour preuve, on a vu d'autres figures emblématiques qui ont gagné des élections provinciales, nationales, à la députation nationale, sénatoriale, aujourd'hui qui sont encore nommés comme mandataires publics. Ce sont les mêmes personnes, comme ils ont de l'argent, qui vont encore se présenter en 2023. Je me pose la question encore sur la jeunesse, la place de la jeunesse. C'est quoi le rôle de la jeunesse? 10 portefeuilles de l'État sont concernés par ces ordonnances. Beaucoup, dans le camp présidentiel, espèrent que ces nominations pourront décanter la situation des mandataires nommés à la tête de la Société des chemins de fer du Congo. Nommés il y a plus d'une année, ils ne sont jamais entrés en fonction. Au Cameroun, le président Paul Biya a équipé le secteur de l'éducation pour lutter contre la propagation du coronavirus. Au total, ce sont 170 000 masques de protection qui ont été remis aux 4 ministres en charge de l'éducation. Un soutien au système éducatif qui intervient au moment où élèves et enseignants ont repris le chemin des établissements scolaires, secondaires et universitaires le 1er juin dernier. Nelly Claude Bessard. Le Cameroun intensifie sa riposte contre le coronavirus. Le pays qui a rouvert les établissements scolaires le 1er juin 2020 tient au strict respect des mesures barrières et préventives. Ainsi, 4 départements ministériels en charge du secteur éducatif ont bénéficié d'un important lot de 170 000 masques de protection contre la propagation du virus. Cet appui du chef de l'État Paul Biya est relatif à la prescription du 19 mai 2020 sur le port de masques obligatoires pour chaque citoyen dans l'espace public. Je réitère notre engagement indéfectible à continuer de travailler pour le respect des mesures barrières. Parce que sans ces mesures barrières, naturellement, nous ne pouvons pas lutter efficacement contre le coronavirus. Donc, merci. Et nous en ferons évidemment bon usage. Le matériel de lutte contre la propagation de la pandémie remis au ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, est destiné aux universités d'État, aux instituts privés d'enseignement supérieur, aux lycées et collèges et aux écoles primaires et autres centres de formation professionnelle. La protection de la vie et du bien-être de tous les Camerounais est une disposition constitutionnelle relevant de la compétence du chef de l'État. Donc ce n'est pas surprenant qu'il donne le meilleur de lui-même pour la protection de tous les Camerounais en général. En particulier ceux-là qui sont bâtisseurs du Cameroun d'aujourd'hui et de demain, que sont les étudiants. Aujourd'hui, nous avons affaire à une maladie qui n'a pas de traitement, pas de vaccin, pas de traitement. La seule manière de lui échapper à cette pandémie, c'est de l'éviter. En mettant en application les directives du Premier ministre chef du gouvernement
tel que dicté par le chef de l'État. Distanciation, port de masque, ainsi de suite. Soulignons que cet appui en masque au secteur éducatif du chef de l'État s'ajoute aux dons matériels estimés à 2 milliards de francs CFA distribués à travers toute l'étendue du territoire national, toujours pour permettre aux populations, même des zones les plus reculées, d'appliquer les gestes simples pour barrer la voie au Covid-19. En rappel, c'est depuis le 13 avril 2020 que le port de masque est devenu obligatoire au Cameroun. Au Rwanda, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour venir en aide au secteur minier. Parmi elles figurent notamment l'octroi plus rapide de licences ou encore la réorganisation de l'exploitation à petite échelle. Malgré l'impact économique de la crise sanitaire sur le secteur, le Rwanda compte maintenir son objectif, atteindre les 300 millions de dollars de recettes minières. Un reportage de notre correspondant fraterne Dakia Isenga. Malgré l'impact du Covid-19 sur son secteur minier, le Rwanda se dit optimiste d'atteindre son objectif de 300 millions de dollars américains des recettes minières pour 2020. Ce 9 juin, les autorités de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz ont lancé une campagne de sensibilisation aux producteurs miniers de continuer et augmenter la production. Le premier message aux producteurs miniers, c'est de se protéger. Ensuite, nous leur encourageons à augmenter leur production en qualité et en quantité. Car même si les prix ont baissé, on peut toujours atteindre notre objectif. On ne va pas spécifiquement injecter de l'argent dans ce secteur, mais le gouvernement a établi un fonds de relance économique pour aider de telles entreprises. Le Rwanda est actuellement connu parmi les principaux exportateurs de 3T, à savoir l'étain, le tantal et le tungstène. Les statistiques montrent que les recettes d'exportation de ces minerais ont diminué de 30,9% en raison de la baisse des prix internationaux des matières premières en janvier et février 2020 par rapport à la même période en 2019. Le premier impact a été d'arrêter la production et de perdre la clientèle. Maintenant qu'on reprend progressivement la production, nous avons un problème de stock car on n'a toujours pas assez de clients pour acheter nos produits qui nécessitent de l'espace. Nous prions pour la reprise des activités pour que nos clients reviennent. Au cours de cette campagne de sensibilisation, il s'agira d'abord d'écouter les doléances des producteurs miniers, de les conseiller sur des décisions à prendre ou encore de les assister en cas de besoin. Une attention particulière sera accordée aux mines de carrière pour développer ce sous-secteur au pays des 1000 collines. La dette du Sénégal sera allégée de 137 millions d'euros, un allègement qui sera mis en œuvre grâce au moratoire décidé par les pays du G20. Il permettra au pays de limiter les conséquences de la pandémie de coronavirus. Selon le gouvernement sénégalais, les budgets libérés seront affectés, je cite, au financement des dépenses sanitaires, sociales et économiques de son programme de résilience destiné à lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19. Pour rappel, face à la gravité de l'impact économique, le G20 avait décidé à la mi-avril de suspendre le remboursement de la dette des pays pauvres sans pour autant l'annuler. 40 pays africains avaient ainsi pu bénéficier de cette suspension, parmi eux le Bénin, le Burkina Faso ou encore le Malawi. Et parallèlement au Sénégal, l'allègement des mesures restrictives s'accompagne d'un relâchement. Les Sénégalais ne semblent en effet plus respecter les gestes barrières, pourtant essentiels pour éviter une nouvelle vague de contamination. Si le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a indiqué que le nombre de nouveaux cas par semaine est à la baisse, cette perspective encourageante ne doit pas, selon lui, pousser au relâchement. Un reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Le constat reste le même, les populations ne se soucient plus des mesures barrières édictées pour lutter contre le coronavirus qui sévit au Sénégal depuis le 2 mars. Nous sommes au boulevard du Centenaire de Dakar. Si certains sont sans masque, d'autres se regroupent comme à l'accoutumée dans les rues de la capitale, sans oublier le petit commerce qui suit son cours. Aussi, aucune distanciation n'est respectée. C'est très grave ce qui se passe actuellement. Les gens ne portent plus le masque, ou bien ils en portent que lorsqu'ils voient un policier. L'État a fait ce qu'il y avait à faire, mais maintenant c'est à nous de jouer notre rôle. L'État ne peut être derrière tout le monde. On devrait se ressaisir et savoir que la maladie est toujours là.
La levée des restrictions par l'État du Sénégal a fait que le relâchement est total. Pour Maniaï, gérant de librairie, le manque de communication pose problème et les décisions de l'État ne sont pas pertinentes. À cela s'ajoute le manque de transparence au niveau du ministère de la Santé. Les gens n'y croient plus, surtout ceux qui nous dirigent dans cette lutte. Quand tu es en face de quelqu'un qui n'est pas convaincu, comment peux-tu y croire? Ce relâchement n'est rien d'autre que leur négligence. La communication fait défaut. Quoi qu'il en soit, le relâchement des Sénégalais se fait sentir dans les quartiers comme dans les lieux de commerce. Pourtant, à la date du 11 juin 2020, le pays compte 4 759 cas positifs, dont 2 994 guéris, 55 décès, 1 709 encore sous traitement et 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.